avait fait sur le produit était plébiscité à l'extérieur. Je vous propose juste pour illustrer ça, avant de commencer, qu'on regarde une petite vidéo et puis, qui explique ce cas. Et puis, je commenterai la suite juste après. Alors, ça Alors, se passe ici. pour la vidéo, je vous ai fait passer un lien. Je vous propose de copier et coller ce lien dans un navigateur. Tu peux passer sur le slide suivant, David. Euh, et vous allez avoir, en copier-collant sur le lien que je vous ai fait passer par le chat, le temps que ça charge, vous allez arriver sur une campagne. Vous pouvez retrouver la campagne en tapant K Fleury Michon DDB dans YouTube, ou tout simplement faire un copier-coller du lien que je vous ai fait passer en chat. Et vous arriverez à ce moment-là sur la vidéo. Bien évidemment, vous la regardez de votre côté, vous restez en mute et on se retrouve d'ici 3 minutes. Alors, je vous fais passer le lien parce qu'effectivement, il n'est pas passé. Il est arrivé dans la salle d'attente. Je pense que vous avez dû recevoir maintenant le lien dans la réunion. Copier-coller. Du tout, vous ouvrez un navigateur, vous allez sur YouTube, ou sinon vous pouvez la retrouver. Vous avez un rappel ici en tapant K Fleury Michon DDB. Elle fait 2 minutes 05, je crois, quelque chose comme ça. On se donne 3 minutes. Le temps de se retrouver. Je me mets en mute et on laisse David en micro toujours. À tout de suite. Je redonnerai le tempo pour que David reparte ensuite dans l'échange qui va suivre suite à la projection de la vidéo. Parfait. On va relaisser la parole à David. Je me remets en mute. Et David, tu peux passer sur la slide suivante, comme c'était convenu, de façon à pouvoir entrer dans les enseignements. À toi, David. Parfait. Bon, en fait, cette campagne, elle est passée pour la première fois en 2014 et on a poursuivi le dispositif en 2015 et ensuite on l'a fait en 2016 et en 2017 et en 2018 sur le cochon, qui est la grosse partie du business de Fleury Michon. Ce que cette campagne, comme elle a généré un feedback extrêmement positif, elle a donné envie, finalement, elle nous a donné l'opportunité de nous interroger sur ce à quoi on servait vraiment. On s'est dit, finalement, ce qui a été mis en avant dans cette campagne, les consommateurs ont l'air de le plébisciter et on se définissait beaucoup comme beaucoup d'industriels, par ce qu'on fabrique. Donc, on était des fabricants de jambon, de plats cuisinés et de surimi. On s'est dit finalement, est-ce qu'on pourrait définir en une phrase à quoi on sert véritablement, pourquoi on se lève le matin? Et on a beaucoup travaillé sur ce sujet et on est arrivé à une phrase qu'on a très peu exploitée en communication, mais qui était vraiment le fil conducteur de toutes les décisions par la suite, c'était aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et on a utilisé ce dispositif pour finalement passer tous les projets de l'entreprise au filtre du manger mieux, savoir s'ils étaient vraiment volontaristes, s'ils amélioraient la situation par rapport aux produits existants, s'ils permettaient d'être dans une dimension aussi accessible et quotidienne. Et ça nous a permis de prendre toute une série de décisions, comme l'affichage du Nutri-Score, par exemple. On avait vu que la transparence était très plébiscitée par les consommateurs. Quand le Nutri-Score est sorti, on a été une des premières marques à le mettre en avant. Et puis l'affichage sur l'origine des viandes ensuite. Et comme toutes les équipes étaient mobilisées sur le projet, on a eu des propositions géniales de la R&D, des achats, de la nutrition, etc. Et on a sorti des innovations, là pour le coup, emblématiques du projet, comme le jambon zéro nitrite ou les barquettes de plats cuisinés, où on remplaçait le plastique, 80% du plastique par du bois. L'intégralité de ces actions ont fait qu'on est passé, en termes de réputation, vous savez, on suit tous la réputation des marques, notamment sur les réseaux sociaux. Et dans le contexte de 2014-2015, comme il y avait énormément de questionnements et de doutes, on avait 80% des réactions des gens suite à nos prises de parole qui étaient ce qu'on appelle négatifs ou neutres, en connotation. Sachant que bon, il y a encore des petits trous dans la raquette dans les logiciels. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais par exemple, délicieusement dégueulasse, le logiciel il ne sait pas si c'est positif ou négatif, donc il dit neutre. Donc on avait, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, 80% des commentaires laissés sur les prises de parole de Fleury Michon au tout début de nos actions, c'était négatif ou neutre. Au bout de 4 ans, parce qu'on avait mis en place un certain nombre d'actions récurrentes et qui allaient dans le même sens, on est passé à 60% de positif et neutre. Donc,
Je ne dis pas que c'est la recette miracle, etc. Mais je trouve que ce qui se produit en ce moment, finalement, vient cristalliser un certain nombre de questions qui étaient déjà présentes avant le Covid. Elles vont les rendre encore plus, elles vont prendre encore plus d'acuité, je pense, aujourd'hui. Et j'ai essayé de dresser ici, comme un canevas, un certain nombre d'enseignements que je voulais partager avec vous et qu'on pourra discuter ensuite. Le premier, c'est, ça paraît évident, mais c'est extrêmement important, surtout dans ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est d'être en capacité de challenger l'intégralité de nos actions et de nos prises de parole pour coller à la réalité émotionnelle du moment. Si on avait sorti une campagne classique à un moment émotionnel où les gens étaient en questionnement, en doute et en angoisse par rapport à ce qu'ils mangeaient, on serait passé complètement à côté de la plaque. On aurait mis des millions d'euros complètement à côté de la plaque. Donc, pour moi, il y a vraiment un travail là d'introspection. On l'a fait tous à titre un peu personnel, mais il y a un travail d'introspection de marque et de communication à faire pour se dire, est-ce que ce sur quoi on avait prévu de communiquer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et encore adapté si c'était des choses qui étaient présentes avant. Et si, y a un doute là-dessus, comment est-ce qu'on fait évoluer ce discours? Comment est-ce qu'on adapte les choses de façon à ce qu'on soit respectueux, je dirais, de la réalité émotionnelle qu'on vient de traverser collectivement? Ça, c'est un point extrêmement important. Je pense que c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est vraiment, je trouve que ce moment qu'on traverse nous amène à ça. Finalement, on se dit que si on fait que le business as usual qu'on a très bien fait pendant des années et qu'on ne se préoccupe pas d'un terme un peu plus long, et finalement, en étant comme quelque part comme ça le nez dans le guidon, on prend toutes les chances de prendre des coups pour le futur. Quand on est dans une entreprise comme Fleury Michon ou dans une entreprise familiale généralement, hein, ce que nous demandent les dirigeants, c'est de travailler pour la génération d'après. Et sur l'alimentaire, quand vous pensez à une génération, vous ne pouvez pas passer à côté d'un fait absolument incontestable, qui est que si on ne change pas de manière radicale la façon dont on se nourrit aujourd'hui, c'est-à-dire si on ne remet pas en cause collectivement les choix alimentaires qu'on a fait depuis 50 ans, eh bien, ça va très mal se passer. On ne pourra pas nourrir 10 milliards d'habitants comme on se nourrit aujourd'hui en France ou aux États-Unis. Il n'y a pas assez de ressources. Donc, en étant dans cette perspective à 20 ans, c'est une génération, hein, et c'est très, très rapide, on se dit que ça a un impact immédiat sur le court terme en se disant, voilà, il faut qu'on prépare pour être prêt dans 20 ans, c'est des mutations énormes, pour être prêt dans 20 ans, il faut qu'on soit en mesure maintenant de faire évoluer un certain nombre de choses dans nos choix. Et chez Fleury Michon, par exemple, on avait dit qu'on voulait diminuer de manière drastique la part de viande dans notre assortiment pour augmenter la part de végétal. Ces sujets-là, ils existent, ils sont sur la table de toutes les directions générales et de toutes les directions marketing, de toutes les directions RSE, de toutes les entreprises. Je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui, ça doit être l'occasion de les réexaminer et de les rééchelonner dans le sens positif du terme. C'est-à-dire de dire finalement, dans tout notre portefeuille de produits aujourd'hui, quels sont ceux qui sont compatibles dès maintenant avec le monde à 20 ans, quels sont ceux qui ne le sont pas. On pourrait se poser la question, j'ai entendu l'autre jour une interview de Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, qui dit s'il y a un plan de relance pour l'automobile, nous, on veut absolument qu'il soit consacré à la voiture électrique. Il aurait pu dire on va essayer de sauver l'intégralité des emplois, y compris sur le sujet du diesel, qui est un sujet sur lequel ils ont un travail à faire. Il a pris résolument le parti de dire voilà. Donc il avait un avantage, on va dire, circonstanciel, parce que Renault a beaucoup avancé sur ce sujet-là depuis quelques années, donc c'est compétitif aussi de dire ça pour lui. Mais voilà, il faisait ce pari de dire finalement, dans mon portefeuille aujourd'hui, j'ai des produits entre guillemets prêts pour les 20 prochaines années, d'autres sur lesquels il faudra revenir en arrière. Et cet arbitrage, il est extrêmement dur à faire dans les organisations, et je pense que les moments de crise, c'est aussi des moments où il faut se concentrer sur l'essentiel et c'est le moment de se reposer ces questions. C'est beaucoup plus facile quand on est à la tête d'une entreprise, si on fait 80% de son business sur, entre guillemets, des produits à effet immédiat pour le court terme.
et que 20% sur des produits plus d'avenir, c'est plus facile c'est plus facile de justifier un budget de communication ou d'emmener les équipes sur les 80% que sur les 20%. Et pourtant, ce que doit faire un directeur général, ce que doit faire un bon directeur marketing, c'est de mettre l'énergie et les moyens sur les 20 pour en faire un succès économique qui va donner des moyens pour aller faire bouger les 80. Ça, c'est vraiment voilà, la pensée long terme quand on regarde l'effet en prolongeant les courbes de chacun de nos business à une génération. On ne peut que être frappé, sidéré, atterré et du coup mis en mouvement pour agir à court terme. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est la capacité, dans des moments comme ça de questionnement et de difficulté, encore plus que d'habitude, je dirais, à prendre des risques. On n'aime pas tellement ça, hein, en France en particulier. C'est encore plus compliqué, on pourrait se dire, de manière spontanée quand on est dans une période difficile. Et pourtant, hein, c'est quand les périodes sont difficiles que c'est aussi une occasion de sortir des sentiers battus. Je crois que c'est Einstein qui disait qu'il n'y a aucune raison qu'on trouve de nouvelles solutions si on fait exactement la même chose qu'avant. Et ça, c'est une forme de folie. Donc, la prise de risque, ça va être pour moi un élément déterminant de la capacité des entreprises à sortir par le haut de la crise. Et un deuxième élément d'enseignement, et qui est là aussi très dur à faire dans les entreprises, et moi je l'ai fait chez Le Sueur, chez Fleury Michon, et j'ai quitté aujourd'hui Fleury Michon pour pouvoir le faire puissance 1000 dans une structure de conseil, c'est de savoir renoncer. Renoncer à des business qui pourraient être encore intéressants et rentables sur 5 ans ou sur même 10 ans, pour pouvoir consacrer de l'énergie au nouveau business et gérer la transition. Je donne un exemple. Chez Fleury Michon, on avait développé une recette de charcuterie en sel réduit qui était tellement bien travaillée qu'à l'aveugle, en dégustation à l'aveugle, les consommateurs ne faisaient pas la différence. Ça faisait 40% de notre business. On aurait pu se dire on va continuer de le faire grandir jusqu'à ce que ça atteigne 80, puis là on fera la bascule complète. On s'est dit finalement, ça fait 40% aujourd'hui, ça veut dire que dans 60% des cas, on donne trop de sel à manger aux gens, alors qu'on a la possibilité de faire autrement. Et donc, on a pris la décision de basculer beaucoup plus vite, et quasiment immédiatement d'ailleurs, l'intégralité des recettes en sel réduit. Ça veut dire qu'on se disait et on affirmait qu'on allait couper une partie de notre business pour pouvoir vendre davantage de produits avec une valeur ajoutée supérieure. Ça, c'est très difficile à faire, mais c'est aussi comme ça, par cette forme de radicalité, que les entreprises vont reconnaître, enfin que les consommateurs, pardon, vont reconnaître les entreprises qui véritablement jouent le jeu de l'intérêt général. Et je pense que ça aussi, c'est un enseignement, c'est que être capable de démontrer qu'au-delà du bénéfice qu'on cherche à atteindre à court terme, et c'est bien normal quand on est une entreprise, la capacité de l'entreprise à générer des engagements et à avoir un impact qui est de l'ordre de l'intérêt général, ça va différencier les entreprises de demain et celles qui vont s'arrêter. Et on a vu pendant la crise plein d'initiatives absolument remarquables, Decathlon avec ses masques, les gels hydroalcooliques, etc. Il y a eu là, dans l'urgence, dans une forme d'émotion, mais quelque part, il y a eu des décisions qui ont été prises et je pense que ces décisions vont marquer de manière très radicale la perception des consommateurs sur ces entreprises. Et à l'inverse, celles qui n'ont rien fait, en creux, vont être pénalisées. Donc, il y aura toujours un bénéfice dans un moment où on va avoir de plus en plus conscience et de plus en plus d'angoisse sur le fait que le réchauffement climatique, encore une fois, l'horizon à 20 ans, il n'est pas très glorieux pour l'instant. Donc, plus cette perception va être importante, plus la tension et l'exigence des consommateurs envers les entreprises va monter. Donc, celles qui vont prendre les risques, celles qui vont savoir renoncer et qui vont être capables de l'assumer, je ne dis pas qu'il faut se couper un bras, etc., mais être capable de montrer une voie et de travailler la période de transition, c'est extrêmement important. Et le dernier point, c'est des choses que j'entends souvent, c'est qu'on dit on ne va pas pouvoir communiquer tout de suite parce qu'on n'est pas parfait.
On a fait 20% du travail, mais il nous en reste 80%. Donc, si on parle que des 20%, on va se prendre un retour de bâton infernal sur les 80%. Ça, on entend ça beaucoup et je l'ai entendu très souvent. Mais c'est une connerie, en fait. Parce que la perfection, on l'atteint jamais, en vérité. Ce qui est vrai un jour est remis en cause le lendemain par une avancée technologique, par une information nouvelle, etc. Et ce qui va compter plus que tout là, c'est d'être dans le game, c'est-à-dire d'être en capacité à expliquer exactement où on en est et expliquer qu'on avance. Personne ne vous fera de reproche, et moi je l'ai testé à plusieurs reprises, de pas, par exemple, quand on a fait le surimi, c'était 20% du business de Fleury Michon, et on nous disait, mais qu'est-ce que vous allez faire sur les 80% restants? Est-ce que vous allez faire des opérations similaires? Est-ce que vous êtes aussi avancé, etc. Et on a expliqué que on commençait avec le surimi et que si, comme on l'espérait, ça allait être un succès, on le développerait par la suite. Et ça, tout le monde est prêt à l'entendre. Que vous n'ayez pas réglé tous les problèmes d'un coup, d'un coup de baguette magique, c'est même suspect. Mais que vous soyez capable vous-même de dire exactement où vous en êtes et les progrès qui vous restent à faire, c'est-à-dire que ce qui est délétère, c'est que ce qu'on a fait parfois en marketing, on parle du business, on en fait un magnifique cas en racontant une belle histoire, mais ce n'est pas la vraie histoire. C'est une belle histoire des 5% qui cache les 95% à côté. Mais il faut être capable de parler des 95%, même quand on parle que des 5%. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, parce que vous êtes beaucoup plus crédible quand c'est vous-même qui expliquez. Là, vous avez encore des choses à faire. Donc ça, je parle de transparence, d'authenticité, de sincérité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental qui amène du crédit dans votre démarche et dans le lien que vous allez construire avec vos publics dans la durée. Et le dernier point, et j'en finirai là pour lancer la conversation, c'est de travailler voilà, sur une forme de continuité dans les messages. C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait Venez vérifier, on nous a dit c'est un coup de communication. Vous êtes mignon, vous avez voulu sortir de la crise du cheval et c'était bien joué, mais bon, on sait ce qu'il en est. Les coups de com', on en a vu plein. Bon, quand on l'a fait 2 années de suite, puis 3, puis 4, que ces opérations, elles étaient liées entre elles et qu'en plus de ça, il y a eu des engagements sur, je disais tout à l'heure, Nutri-Score, etc. Cette continuité-là, c'est cette continuité d'action récurrente et convergente qui a fait qu'on est passé de 80% d'opinions négatives à 60% d'opinions positives. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui se gagne dans la durée. C'est comme l'amour, il n'y a pas d'amour absolu, il n'y a que des preuves d'amour. La confiance, il n'y a que des preuves de confiance. Donc là, l'enjeu, c'est effectivement, alors, si vous avez déjà une raison d'être et qu'elle est explicite et extrêmement spécifique, il faut s'appuyer dessus bien sûr la remettre en scène à l'occasion de cette crise parce qu'elle doit raconter ce qui fait votre intimité et vos convictions profondes. Si ce n'est pas prêt, c'est des choses qu'il faut véritablement s'atteler à faire maintenant tout de suite parce que c'est la raison d'être, c'est la colonne vertébrale finalement qui va guider l'intégralité de vos choix stratégiques et de vos actions. Et à partir du moment où elle est posée, elle est partagée dans l'entreprise, c'est un roc que vous avez mis en place et qui fait en sorte que le bateau, même si c'est un énorme cargo, il ne change pas de cap. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et là, je serais très, très heureux d'avoir vos questions, retours, pour rester dans le timing qu'on s'était donné. Merci, merci David. Merci de ta transparence, de ta sincérité. Ça qualifie bien effectivement ce qu'on essaie de mettre en œuvre là. Alors effectivement, il y a pas mal de réactions qui tournent autour de la volonté justement de cette transparence dans la continuité et de passer non seulement d'une raison d'être, comme tu peux le mettre en avant, mais à une raison d'agir et une raison on va dire, de perdurer dans la continuité. Alors, je vous invite, le propos, c'est vraiment que ça soit open. Je vous invite à prendre la parole, à questionner David, pour que ça soit encore plus humain, puisqu'on est dans la transparence. Vous pouvez, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez prendre la parole et puis activer votre caméra. Une fois que vous l'avez fait, vous posez votre question, on échange, vous vous remettez en mute. Et puis, on continue. Voilà. Donc, je vous invite à le faire. Je suis là, certes, pour modérer, mais n'ayez pas… allez-y, faites, prenez la parole. Et sinon, je relancerai sur une ou deux questions. Mais je vous invite à le faire. À vous la parole.
Bonjour, c'est Henri Perret. Je crée une start-up en fait pour travailler sur cette approche que vous avez tout à fait bien illustrée, non pas pour faire du conseil, mais pour faire de la mesure et notamment de la mesure des engagés, c'est-à-dire une nouvelle segmentation qui n'a strictement rien à voir avec les segmentations précédentes CSP, où en fait on s'aperçoit que les engagés sont prêts à payer et pas seulement avec de l'argent, mais avec du temps ou de l'énergie. Et qu'en fait, tout ce que vous avez fait et entrepris peut être objectivé avec un certain nombre de métriques. Donc, j'ai trouvé ça absolument passionnant, votre partage, parce que ça tombe en plein dans quelque chose sur lequel j'ai fait de la recherche depuis une dizaine d'années pour Forrester Research et je crée aujourd'hui une start-up autour de ça. Ma question, c'est dans votre approche de consulting, pour essayer d'amener ça et amener ce genre d'approche dans les entreprises, est-ce que vous amenez aussi la nécessité de transformer la raison d'être dans des valeurs, des capacités de mesurer ces valeurs, de capacités de mesurer l'engagement, des capacités justement d'objectiver un petit peu des choses qui sont très nouvelles, puisque jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à mesurer l'émotion, on n'arrivait pas à mesurer les valeurs, on n'arrivait pas à mesurer l'engagement. Est-ce que vous avez des choses qui tournent autour de ce genre d'approche? Merci Henri, à toi David. Merci beaucoup et bravo pour l'initiative parce que effectivement, je pense que ça va devenir de plus en plus stratégique d'être capable d'objectiver ses sentiments et ses interactions et la qualité de ces interactions. On sait que le pouvoir de recommandation aujourd'hui, il est beaucoup plus fort quand il est négatif que positif, parce qu'on parle plus souvent d'une expérience ratée que d'une expérience réussie. Mais moi, j'ai pu constater effectivement, alors de manière, je dois le dire, effectivement, assez insatisfaisante pour l'instant, parce que très empirique, c'est-à-dire qu'on prend des sujets de e-réputation, on les qualifie avec des logiciels, je disais tout à l'heure, qui sont un peu encore imparfait quand c'est incroyablement dégueulasse, si c'est contextuellement positif ou négatif. Donc, ça va être, je pense, vraiment un enjeu extrêmement important de qualifier la qualité de la relation qu'on est capable de créer, de qualifier le niveau d'ambassadorat que ça génère. Ça, on le mesure de manière encore une fois très imparfaite et je pense que toutes les initiatives qui iront dans ce sens-là vont vraiment faire avancer le marché parce que c'est hyper important pour convaincre une direction générale, pour convaincre une entreprise qu'on est dans le bon sens, de pouvoir sortir des métriques qui montrent que effectivement ce qu'on est en train de faire avance et est bénéfique. Il y a plein d'outils de mesure au marketing, ils sont très nombreux. Il y en a un qui met tout le monde d'accord et c'est celui que j'ai réussi à activer sur Fleury Michon, c'est les ventes. Si vous avez des indicateurs d'intention d'achat post-campagne qui sont très élevés mais que les ventes ne bougent pas, vous aurez l'impression d'avoir fait un boulot sur la marque, mais l'entreprise ne sera pas satisfaite. Par contre, si vous êtes capable de déceler, que ce soit à l'état de signaux faibles ou sur chaque prise de parole, la qualité du lien que vous êtes en train de créer, la qualité de l'ambassadeur que vous êtes en train de créer, là, vous créez vraiment de la valeur. Et franchement, moi, je serais ravi d'en reparler avec vous à l'occasion parce que les outils qui existent aujourd'hui sur le marché sont imparfaits. Merci Henri, merci David. Alors effectivement, il y a une question qui remonte, c'est tout ça c'est bien, mais est-ce que vous n'avez pas été accusé à tort ou à raison, et certainement à tort, de greenwashing? Donc, en d'autres termes, comment non seulement enclencher, mais faire en sorte de donner le temps au temps, entre guillemets, parce qu'avant que ça puisse marcher, j'imagine qu'il faut un certain temps et un certain temps pour démontrer, entre guillemets. Oui, c'est une très bonne question. J'ai essayé de l'évoquer dans les enseignements pour demain sur la dimension de continuité. C'est-à-dire qu'on vous fera toujours le procès, mauvais ou bon, quand vous démarrez une activité ou une opération de communication, de vouloir le faire pour faire un coup, pour sortir du lot, pour briller, pour faire connaître une initiative. Ça, j'ai envie de dire, quelle que soit la qualité de l'exécution de ce que vous allez faire, ce reproche vous sera fait. Par contre, ce reproche, il s'éteint de lui-même si vous démontrez par les actes, encore une fois, et par la stratégie que vous mettez en œuvre, que ce n'était pas une seule fois, que ce n'était pas one shot. C'est-à-dire que voilà, sur les venez vérifier, on en a fait 5. Et puis derrière, les actions associées aux opérations de communication qui sont, ça je pense que c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup de raisons d'être qui commencent à être médiatisées.
qui sont très ambitieuses et très bien écrites. Par exemple, le Act for Food de Carrefour, je trouve que c'est absolument remarquable. Être le leader de la transition alimentaire, je trouve que c'est absolument remarquable. Maintenant, quand vous allez dans un hypermarché Carrefour, trouver les produits Act for Food dans un rayon qui a en moyenne, dans un magasin qui a en moyenne 100 000 références, c'est compliqué. Et du coup, ça crée une tension pour le consommateur que je suis ou pour le citoyen entre une ambition très haute posée par une raison d'être qui pourrait être très bien écrite et la traduction opérationnelle que moi, shopper, client, je vois dans le magasin. Donc, moi, j'ai constaté que la perception de Fleury Michon commençait véritablement à changer quand on a sorti les initiatives sur le sel réduit, quand on a sorti les initiatives sur le zéro nitrite, quand on a sorti des produits concrets sur lesquels les gens pouvaient mesurer que ce n'était pas uniquement une belle ambition, mais que ça se traduisait dans quelque chose qui les concerne et qui change leur quotidien à eux. Merci David. Alors, on Bonjour. retrouve effectivement… Peut-être je laisse la parole à Fabienne. Vas-y, à toi, Fabienne. Bonjour David, bonjour Laurent. Alors moi j'ai une question qui est de circonstance. C'est vrai que la crise aujourd'hui que nous traversons est une crise inédite, c'est-à-dire que autant les crises que nous avons pu vivre avant, donc la crise de la viande du cheval par exemple, c'était circonscrit quand même à un certain pan d'activité ou d'industrie ou de consommateurs. Là on est face à une crise avec un caractère inédit qui désoriente l'ensemble des acteurs, que ce soit un citoyen, un consommateur, un entrepreneur ou un expert. Donc même les scientifiques sont désorientés. Donc face à ça, face aussi à la situation économique qui ne fait que commencer, c'est-à-dire que nous allons face à quelque chose qu'il va falloir assumer, on a un acte de responsabilité fort et un engagement fort vis-à-vis soit de nos salariés, soit de l'ensemble des acteurs qui construisent l'économie actuelle. Moi, j'avais une question qui était sur les entreprises, les marques et cette double tension. La tension de résultats immédiats, économiques immédiats compte tenu de la conjoncture. Donc, il va y avoir une course pour faire en sorte de rétablir en tout cas une certaine viabilité à l'entreprise. Et puis, cette tension qui va être de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Cette double tension est inédite sur le plan national et international. Comment, en tant que marque, alors merci David pour tout ce que tu as pu présenter, parce que c'est vrai que c'est très riche d'enseignements, mais par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, confrontés, et voilà, quels pourraient être tes conseils, d'une manière un peu à chaud, tes conseils face à cette situation ? Merci Fabienne. Alors, la question est hyper pertinente. Moi, je participe à un think tank de l'Union des marques et on fait le point en ce moment très régulièrement sur la situation sur chacun des secteurs. Et effectivement, quand tu es à moins 90% sur ton business ou même à moins 100 pour certains, l'angoisse, elle est terrible, elle est très forte pour les collaborateurs, les tensions vers le futur sont extrêmement importantes. On se demande comment on va s'en sortir. Et il y a effectivement, on a déjà commencé à voir des gens qui sont sortis du bois en disant pour nous, on va essayer de faire en 6 mois le travail qu'on aurait fait en 1 an. Donc, motivation des commerciaux, on y va à fond. On essaye de rattraper le temps perdu. C'est un peu comme ça que ça se dit. Ça, c'est une première stratégie. Et puis, il y a une deuxième stratégie de gens qui disent, voilà, effectivement, il y a des choses qui sont perturbées, pas que pour le court terme, mais qui vont changer de manière structurelle énormément de choses. Je pense notamment à la question du drive qui a été en très forte croissance pendant ces dernières semaines parce que les gens ne voulaient pas aller dans les magasins. Je pense que c'est des habitudes d'achat qui vont perdurer. Donc, les enseignes qui sont très bien équipées en drive aujourd'hui, elles sont un peu plus prêtes pour l'avenir que ceux qu'elles ne le sont pas. Ça génère d'autres angoisses, etc. Moi, je pense que c'est extrêmement compliqué à faire, mais d'abord, s'il y a une raison d'être, normalement, on doit être capable de faire les deux. On doit être capable d'aligner du court terme et du long terme. Quand Renault dit on va relancer par l'électrique, il fait du court terme et du long terme. Et c'est sûr que dans toutes les organisations, il y a, j'appelle ça des pépites, moi, il y a une partie du portefeuille de produits qui est nécessairement plus en avance qu'une autre. Une partie du portefeuille de produits qui est plus porteuse de valeur du monde d'après, comme on l'a beaucoup appelé ces derniers temps,
qu'une autre. Et la responsabilité de l'entreprise à ce moment-là, c'est de profiter des moyens qu'elle va mettre dans la relance de son activité pour essayer de gagner des parts de marché, de pousser le dispositif, les pépites qui vont lui permettre de préparer, de refaire une recovery, de faire une reprise non seulement efficace à court terme, mais qui prépare le long terme. Là, il y a un énorme coût marketing stratégique à faire. Il ne faut pas se tromper de portefeuille de produits. Et moi, je suis convaincu, et ça, je serais démenti, je pense, là-dessus, mais je suis convaincu que les entreprises qui vont être opportunistes à ce moment-là, qui vont essayer de faire, de nous encaser à des moins 70%, des machins, etc. Il y aura un public pour ça, parce qu'on a aussi des gens qui souffrent aujourd'hui sur le plan économique. Donc, je ne veux pas être polarisant dans mon discours. Hein. Il y a ce sujet aussi à traiter. Il y a des gens qui vont être très, très démunis là, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, ça nous appartient de penser à eux et de les accompagner aussi. Mais il y a une partie de la population qui s'est polarisée aussi en termes de sensibilité sur la contribution des entreprises au bien commun. Et elles vont détecter l'opportunisme. Et les marques vont perdre je suis convaincu que les marques qui vont faire ça vont perdre en sympathie, en présence à l'esprit, comme disait Henri tout à l'heure. Et donc, il y a un fil du rasoir à trouver, un ciselage des actions stratégiques à prendre. Mais moi, je serais ravi d'accompagner tous ceux qui veulent pour faire ça. Mais c'est sûr que dans chacune des organisations, il y a une gamme de produits, une équipe, des services qui sont en avance sur leur temps. Et c'est cela qu'il faut pousser en premier parce que ça fait un coup de. Merci David, merci à Fabienne pour la question. Mais effectivement, on en revient à cette notion de conviction, de volonté. On est certes dicté par ce à quoi on croit, mais il faut s'inscrire effectivement dans la durée. Et par rapport à ça, l'entrepreneur en fait, modeste qui est en moi ne peut aller que dans ce sens-là. J'imagine qu'il y a d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes, intrapreneurs, effectivement, qui sont dans l'assistant. Je vous invite à poser des questions. Mais je remercie effectivement David par rapport à sa transparence et sa volonté effectivement d'avoir sauté le pas aussi pour aller faire des choses auxquelles il croyait fondamentalement en essayant d'accompagner les autres. Et c'est vraiment bien et on en a besoin en ce moment. Et je dis, un dernier point, c'est justement quand les choses ne vont pas comme d'habitude, qu'il faut essayer de tenter des choses. Pourquoi ? Parce qu'à refaire la même chose tout le temps, on finit toujours par tourner en rond. Et ça finit par ne pas marcher en sortant du bois, entre guillemets. Mais si on a l'occasion, je partagerai une anecdote avec une start-up que je suis, là, qui a totalement shifté son business model en l'espace de 15 jours. Il y a beaucoup de gens qui parlent de lean startup et de développement rapide. Ben oui, on est capable de le faire, de tester en 15 jours. Et ça tient également à la force de conviction et de réactivité des dirigeants aussi. Est-ce qu'il y a peut-être, en fait, je regarde l'heure, d'autres questions particulières, d'autres questions, des points? Il y a des questions qui remontent sur le budget de ce type de campagne. Est-il vraiment différent des autres budgets classiques de campagne? Effectivement, très bonne question. Alors peut-être que tu peux répondre à cette question-là, David. Oui, c'est une très très bonne question. J'aurais dû le préciser, mais on s'est, en fait, on a fait cette campagne avec un budget ISO à une campagne classique. On a fait beaucoup plus de choses. On a produit des vidéos de contenu, on a financé un voyage, on a fait un concours, on a fait des mises en place en magasin, etc. Ce que j'ai fait pour réussir à faire ça, c'est qu'au lieu de faire une campagne alors massivement, historiquement, l'alimentaire communique beaucoup en télévision. Donc là, on a quand même conservé une campagne en communication classique télévision. Mais au lieu de faire 600 GRP comme d'habitude, on a fait plutôt 350 voire 400 en fonction des cibles. On a fait beaucoup de digital pour tenir dans la durée. On a fait aussi de la presse, notamment avec 20 minutes. C'était un format très événementiel qui permet une émergence qui a été extrêmement efficace. Et tout l'argent qu'on avait économisé entre les 350 GRP et les 600 habituels, on l'a mis dans l'accompagnement de l'ensemble du dispositif. Et au final, ça a été une campagne à ISO coût par rapport à une campagne classique.
Et pour être très clair, pour aller jusqu'au bout, c'est 3 millions d'euros bruts environ. Merci David, merci à Nathalie pour la question. On arrive aux 3/4 d'heure de temps qu'on s'était accordé, simplement pour rester dans le timing. Je vous invite de toute façon à prendre contact avec David. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Je vous transmettrai ses coordonnées également dans le replay une fois qu'il sera remonté. Vous aurez accès aux slides, bien évidemment. Merci du partage, David. Vraiment, merci d'avoir partagé. Ce que j'en retiens, c'est effectivement s'inscrire dans la durée, faire preuve d'empathie, raconter la vérité. La meilleure façon de ne pas se tromper, c'est dire toujours vrai. Travailler dans le partage, travailler dans la durée. Et par rapport à ça, en fait, je vous invite, et je vous remercie pour être venu aujourd'hui. On était 42, 43, 44. On est 95% à être resté jusqu'à la fin. Merci à David pour avoir autant engagé l'auditoire. Je vous invite également à me faire parvenir des recommandations de futurs intervenants qui sont prêts à partager, à se questionner et sans langue de bois. C'est le propos. Encore une fois, c'est au départ une initiative purement personnelle, au départ pour la réécriture d'un livre, mais je me suis rendu compte qu'on avait bien plus à partager entre des mondes et des gens qui ont, certes, ils posent beaucoup de questions entre les enseignants, les chercheurs, les praticiens. Et donc, c'est tout l'objet de Coffee & Learn. Donc, merci à David pour le partage. Je vous invite à rejoindre le groupe Coffee & Learn sur LinkedIn, où vous allez retrouver les replays, les slides, etc., etc. De l'indulgence, bien évidemment. Pourquoi? Parce que je ne suis pas monteur professionnel, je ne suis pas metteur en scène, je ne suis pas booker d'événements. Donc, je fais les choses avec mes deux mains. Donc, toutes les aides sont bienvenues par rapport à ça. Et merci à David, encore une fois, d'avoir joué. Merci à vous d'avoir participé encore aujourd'hui. Donc, on se retrouve sur Coffee & Learn. Vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, et je suis en train de l'automatiser pour essayer de gagner un peu de temps, c'est un feedback. Donc, le feedback, n'hésitez pas à remplir le tout. Ce n'est pas pour juger, c'est au contraire pour progresser. On parlait de métrique tout à l'heure et de la capacité à mesurer ce qu'on est capable de faire. Alors, effectivement, moi, je pensais au départ que c'était une bonne initiative, mais la meilleure façon de le valider, c'est de le mesurer, mais pour continuer à progresser. Donc, en particulier, je ferai part du feedback à David et je remercie encore David et votre présence et participation aujourd'hui. Je vous invite à consulter vos mails. Il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu en retard aujourd'hui. Consultez vos mails si vous pensez que c'est important. Ce que je ferai dans l'avenir, c'est que je fais toujours du push sur LinkedIn sur les prochains. Je me permettrai de vous inviter, même si vous n'êtes pas inscrit au webinaire, au prochain. Il suffira simplement d'activer votre participation et ça nous permettra d'être plus fluide encore dans l'échange et dans la conversation. N'hésitez pas à revenir à la fois vers moi et David dans les jours qui viennent et au plaisir de faire non pas un Coffee & Learn virtuel bientôt, on en fera encore un, mais à un moment, j'espère pouvoir déplacer l'événement dans le vrai et on pourra passer du virtuel au réel et c'est boire un coup, non pas un café, mais certainement une bière par exemple ou autre chose. Voilà, merci David et merci à tous. Merci à vous, merci à tous. Très heureux d'avoir passé ce moment-là avec vous et à votre disposition si vous voulez continuer l'échange, effectivement. Merci et je fais passer les coordonnées de David à ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me contacter. Merci, à très bientôt.